Dans le podcast AWS en français, aujourd'hui, on parle d'une base de données open source pour stocker et analyser vos données de time series. C'est QuestDB, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci d'être là tous les vendredis matins. Vous avez une habitude que vous avez depuis 4 ans maintenant et plus de 160 épisodes. Abonnez-vous dans les applications de podcast Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast et les autres. Comme ça, vous recevez la notification automatiquement le matin. Laissez-nous vos commentaires également sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens vers mon LinkedIn et mon Twitter dans les notes de ce podcast. Je reçois de plus en plus de commentaires. C'est toujours amusant à lire. Donc, merci de nous faire part de vos feedbacks et suggestions aussi, parce qu'il y a plein d'épisodes qui viennent des idées que vous nous soumettez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Hourcard. Nicolas, tu es cofondeur, CEO d'une start-up qui s'appelle QuestDB, qui fait un outil de base de données time series. Alors, ça fait plein de choses à expliquer. On va parler start-up, on va parler time series, on va parler base de données. QuestDB, l'aventure a commencé comment ? Alors, elle a commencé en 2014, sans moi. Donc c'est mon co-founder Vlad qui en fait bossait dans pas mal de banques en financial services mainly, et qui a en fait commencé à faire quelque chose de son côté, un petit peu en recherche pour essayer de faire un cache très très rapide en SQL dans ces environnements-là. Donc pour réduire la complexité avec le type de données time series. Donc ça remonte assez longtemps, et puis de fil en aiguille, c'est devenu une base de données full-fledged, vraiment axée sur le time series, donc conçue pour ce type de données spécifiquement. Donc évidemment, en finance de marché, où là tout a commencé, mais ensuite on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus broad en termes d'application. Et en fait, on s'est rencontrés tous les deux dans une startup en crypto, donc beaucoup de market data évidemment, et là j'ai rencontré Vlad. QuestDB était déjà implémenté pour un des composants de cette startup sur un exchange assez haute performance, et puis on s'est dit let's go, commençons l'aventure. On a vu les applications exploser en fait en IoT, vraiment en application, monitoring, sur des dashboards time series qui explosaient un peu partout, même sur du monitoring classique en fait, sur de l'infrastructure, et on a vu un gap dans le marché en termes de performance et aussi de facilité d'utilisation. On s'est dit qu'il y avait une belle opportunité pour QuestDB à ce moment-là. Donc on a commencé cette aventure en 2019. Et puis derrière on est passé chez YC, un accélérateur aux US, en 2020. Et puis là les choses ont commencé beaucoup plus sérieusement. Les choses se sont plus rapidement. On explosé. Ouais, il y a 2 angles de conversation. Hein. Je voudrais avoir un angle sur le produit lui-même, les time series, c'est quoi, pourquoi, les use cases, etc. Et puis peut-être à la fin, on peut parler aussi d'un autre angle qui m'intéresse, c'est construire une startup sur base de l'open source, construire du SaaS, du software as a service dans le cloud et sur AWS spécifiquement. Mais quand je disais que ça explose, oui, il y a quelques mois, j'étais à la conférence FOSDEM Open Source à Bruxelles. Vous aviez une salle tout au long des 2 jours de conférence, samedi, dimanche, et c'était noir de monde. On faisait la file pour rentrer dans la salle. Les gens étaient assis dans les couloirs le long des murs pour regarder les talks. Donc vous avez collecté, il y a un intérêt, vous avez collecté une communauté, vous avez construit une communauté qui s'intéresse. Alors c'est quoi justement le time series ? Pourquoi ça intéresse autant de gens ? Commençons par les bases. C'est quoi des données time series ? En quoi c'est différent des données relationnelles à la papa qu'on a l'habitude de travailler ? Ouais, alors une base de données avec des séries chronologiques, donc time series, est vraiment optimisée pour traiter les mesures et événements qui sont suivis et agrégés dans le temps. Donc, quelles sont les propriétés de ces données temporelles ? Donc, la première, selon moi, les volumes sont très importants. Donc, l'écriture doit vraiment supporter un throughput élevé. Est-ce qu'une base de données relationnelle ne fait pas nécessairement ? Exactement, voilà. Et aussi, ce throughput n'est pas forcément uniforme. Donc, il y a des pics qui peuvent se passer.
et il faut pouvoir gérer ces pics qui sont pas évidents. Donc voilà, on peut penser à des événements précis qui font ce type d'explosion de données. Typiquement, les use cases, c'est quoi? C'est la collecte de données de capteurs dans des milieux industriels, c'est des logs de systèmes informatiques, des mesures de CPU, de mémoire, des choses comme ça? Ouais, donc alors les logs pas forcément, parce qu'on n'est pas très bon sur la partie texte. Par contre, oui, alors sur les capteurs IoT, télémétrie industrielle, absolument. Dans l'énergie renouvelable en particulier en ce moment, manufacturing, aérospatial, on a pas mal de fusées spatiales, etc. qui utilisent QuestDB. Transport maritime, bref, c'est assez plutôt industriel. Ensuite, vraiment marketing data, c'est un petit peu le monde d'où on vient aussi, donc forcément les données financières. Exact. C'est ça. Ouais, la performance est importante dans ce milieu. Enfin, c'est là que la time series a en fait a commencé, tout simplement. Donc, séquence de prix et volume, très haute fréquence pour des instruments en finance de marché, donc trading, asset management, échanges financiers, fintech, crypto aussi, un peu moins populaire en ce moment, mais quand même assez grand marché. Matières premières, bref, voilà. Et puis en fait, n'importe quel dashboard qui soit de type time series, donc un dashboard en temps réel qui évolue au fil du temps, c'est de la time series. Et il faut une latence sur la lecture qui soit très faible. Et voilà. Et donc, nous, on apporte ça. Donc, on arrive à marier l'écriture avec un throughput assez élevé et ensuite de donner un temps de latence très, très faible pour ces lectures qui, entre autres, là, peuvent faire des dashboards qui sont mises à jour toutes les secondes, toutes les demi-secondes, toutes les microsecondes. Bref, ça peut aller très, 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 très vite. Donc, pour nous, c'est ça les use cases majeurs. Après, ensuite, il y a du monitoring, en effet, d'infrastructure. Il y a énormément de compétition dans ce milieu, donc c'est difficile de stand out. C'est difficile d'aller vraiment rivaliser avec Prometheus, etc. Donc, on n'est pas vraiment dans une catégorie de marché. Mais, par exemple, les mesures de données de réseau, flow, etc. Ça, on a un pick-up assez significatif là-dedans. Mais oui, voilà, traquer les mesures de CPU, etc. On pense que Prometheus fait ça très très bien. Et on n'est pas vraiment, on n'a pas une story sur ce marché qui nous différencie particulièrement. Donc il y a 3 grandes étapes dans l'analyse de time series, c'est l'acquisition à haut volume, tu l'as dit, puis le stockage après, et puis l'exploitation des données, que ce soit pour du dashboarding ou de l'intelligence artificielle. Peut-être on peut reprendre le flux. Quelles sont les options d'ingestion de données? Est-ce que vous travaillez avec d'autres systèmes comme Kafka par exemple, ou est-ce que les applications tapent directement dans QuestDB? Ça marche comment? Oui, alors soit ça tape directement dans QuestDB, donc on peut penser à des feed handlers de market data, dans l'IoT, on a pas mal de protocoles on the edge, pardon pour le franglais, donc qui vont directement parler à QuestDB. Alors on est compatible avec Telegraph, donc ça peut arriver que Telegraph soit l'intermédiaire pour d'abord collecter les données et ensuite les envoyer à QuestDB. Sinon, oui, Kafka, on est compatible avec Kafka. On a un adaptateur qui est d'ailleurs sur la Kafka Marketplace depuis peu. Donc ça peut arriver. Les données arrivent sur Kafka, puis ensuite elles doivent être processées très rapidement et ensuite vraiment stockées sur le long terme. Donc c'est ça le truc intéressant. QuestDB peut faire du processing très vite, mais on est aussi vraiment une base de données pour le long terme. Donc, on peut laisser les données sur le très long terme. Et c'est ça qui est intéressant en time series, c'est qu'on veut vraiment garder tout l'historique. On veut pas faire 2-3 minutes de processing et ensuite perdre la data ou l'envoyer autre part. On veut tout garder pour ensuite pouvoir vraiment faire des analyses sur le temps qui peut être très longue et donner la possibilité aux gens de tout garder sur un même disque, donc d'où potentiellement l'angle cold storage qu'on est en train de développer, qui sera super intéressant parce que sinon les coûts explosent en effet. Donc on veut vraiment être l'endroit pour stocker la time series sur le long terme, mais aussi pour donner la possibilité de faire des queries SQL très très rapides dessus. Donc Kafka c'est en effet un très bon exemple. On est compatible avec Flink aussi pour faire des transformations processing post
arriver sur QuestDB. Mais la plupart du temps, c'est en effet directement de la source, en fait, de la source de la donnée qui a tendance à être vraiment très très haute fréquence. Et pour pouvoir tout capter sans perdre de la data entre la source et QuestDB, ça a tendance à arriver directement. Mais ouais, parfois il y a des pipelines avec Kafka et on peut pas tout changer en fait. On peut pas dire ok, on lève Kafka, on remplace tout. Non, on veut faire partie du stack. C'est intégré dans un environnement existant. Voilà, donc il y a un peu de tout, mais c'est vrai que surtout en finance de marché, c'est tendance à être plus direct, directement de la source. Ouais. Alors si je suis développeur et que je veux analyser les données que j'ai mis dans QuestDB, c'est pas que des select from where, de nouveau je fais l'analogie avec les bases de données relationnelles, il y a vraiment des opérations spécifiques au time series, des agrégations sur des périodes de temps, sur des fenêtres de temps flottantes, etc., chercher des anomalies, des choses comme ça. Vous avez, je suppose, une série d'opérateurs spécifiques à l'analyse de données temporelles. Exactement. Alors en time series, les données les plus récentes sont souvent, pas tout le temps, mais souvent les plus importantes. D'où l'importance de les analyser assez rapidement. Et on a en effet donc SQL basique de type Postgres pour manipuler les données, mais en plus, on a un set d'extensions SQL qui va faciliter la manipulation de ces données temporelles, surtout quand elles arrivent rapidement et quand il faut les analyser vraiment on the fly sur les dernières peut-être 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, etc. Donc en effet, on appelle ça des SQL Extensions Time Series pour aller faire par exemple les intervalles de temps de manière un peu plus élégante qu'un Postgres classique. Du downsampling aussi, trouver la valeur la plus récente du dataset avec un keyword. Tu vois, donc au lieu d'aller faire une query qui est assez longue, compliquée, qui peut-être va t'amener à la même réponse, de faire un keyword, donc latest on pour trouver la data la plus récente, par exemple, sample by pour faire du downsampling de data, c'est-à-dire que tu peux toi-même choisir. Donc par exemple, faire une agrégation toutes les 10 secondes sur ton dataset. Find me the average toutes les 10 secondes du stock price de Apple. Et ça, c'est vraiment un keyword. Sample by, 15 secondes. That's it. Il y a pas plus que ça. Et puis, d'aller faire des recherches sur des fenêtres avec un opérateur qu'on appelle in. Donc, in. Après, on met juin 2020. Et automatiquement, on va aller trouver la data dans cet intervalle de temps. Ensuite, on a des trucs, un petit peu plus poussés. On peut dire les 3 premiers jours des 2 premières semaines de janvier chaque année. Tout ça, quelques lignes de plus, vraiment très très simples. Et donc, en fait, c'est vraiment pour la facilité d'utilisation en fin de compte, parce que tu arrives à manipuler ce genre de données sur le temps beaucoup plus facilement. Et la performance est ultra optimisée sur ce type de queries aussi. Donc, c'est ce que j'allais dire. Deux angles ensemble, en fait. C'est ce que j'allais dire. Facilité d'utilisation d'un côté, performance de l'autre. Alors, performance, ça marche comment sous le capot? C'est open source. Vous êtes parti de rien, je pense. C'est pas tous les jours qu'on crée un nouveau engin, un stockage de données from scratch. Comment ça marche? C'est quoi les principaux composants de l'architecture sous le capot? Ouais. Donc, en effet, tout a été from scratch. Donc, ça a pris du temps. Donc le modèle de données est en colonne. Les données sont stockées par ordre de temps. Donc sur le disque, on a vraiment cette notion de temps. Et c'est un modèle append only. Donc en time series, on s'intéresse vraiment à tout l'historique des données. On va pas modifier des données dans le passé. Oui. C'est 5 minutes. Maintenant, on a supporté les updates parce que parfois il y a des erreurs en fait sur les données qui veulent être rectifiées. Mais c'est plutôt fait de temps en temps plutôt que vraiment en permanence. Et on a des partitions par intervalle de temps. Donc on a chaque colonne qui a son fichier mappé en mémoire et ces colonnes peuvent être partitionnées en intervalle de temps. Donc ça veut dire quoi? Si on va faire une requête
sur un intervalle de temps. Disons, il y a 1 an et 5 mois, et qu'on a partitionné cette data par semaine. Si on va vraiment rechercher ces 2 semaines spécifiques dans le passé, seulement ces 2 partitions et les colonnes spécifiques qu'on veut rechercher vont être liftées en mémoire. Et donc, si tu veux, ça réduit vraiment le volume de données en mémoire pour chaque requête. Donc, on est très smart sur l'optimisation pour aller faire ces requêtes-là. Et donc, au lieu de tout mettre en mémoire un peu à la Postgres d'un coup, on va être très sélectif. Et ça sera facile pour nous vu que toute la data est ordonnée par le temps. Par le temps. Nativement. Voilà. Donc ça, c'est le premier concept qui nous permet d'avoir des performances très, très sympas sur le côté lecture. Et le deuxième composant, c'est l'optimisation pour les CPU modernes. Donc, on a une structure de données linéaire qui permet, entre autres, le support des instructions SIMD des processeurs. En fait, SIMD, c'est des instructions parallèles, des agrégations de plusieurs variables à la fois. Peut-être pas rentrer dans les détails parce que ça peut devenir assez... Tu vas nous perdre là. Mais en gros, ça permet d'extraire les performances de ces instructions AVX12, 512, etc. des CPU Intel, AMD assez récents. Et en fait, on va être très 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 du hardware du coup, et les choses vont aller beaucoup plus vite vu qu'on peut faire ces opérations. Et une chose intéressante de ce point de vue, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'index pour ordonner les données, parce que le scan brut est tellement performant à la base. Donc on a des index sur un type de colonne, mais en vrai, on n'en a pas forcément besoin. Et donc, du coup, on n'a pas les coûts pour mettre à jour ces index sur le temps qui peuvent être très, très coûteux sur l'écriture. Donc ça, c'est le deuxième concept. Et peut-être le troisième, c'est l'exécution en parallèle. On arrive vraiment bien à bénéficier de tous les cœurs d'une machine. L'écriture est concurrente avec différentes interfaces. En gros, on a un thread par connexion. Et l'écriture et la lecture sont lock-free. Donc, on n'a pas de contention entre les threads. Et puis, chaque thread a tendance à être vraiment actif, pas être dans son coin à attendre qu'un autre thread ait fini de faire quelque chose pour ensuite aller faire lui-même quelque chose. Donc, on a une optimisation sur ces threads qui est assez poussée. Et donc, on arrive à scaler la performance en augmentant le nombre de cœurs sur une machine. Donc vraiment verticalement sur une machine, le scaling est assez important. Donc on voit ça sur nos benchmarks. Le throughput en écriture augmente radicalement quand on passe de 2 à 4 à 8 à 16 et potentiellement à 32 ou plus cœurs. Alors qu'en effet, pour d'autres technologies, c'est plus facile de plafonner vers les 8 cœurs ou même 4. Donc c'est ça aussi la différence. Ça permet de mieux exploiter le hardware moderne et toutes les possibilités que ces serveurs peuvent apporter de nos jours. Donc ce sont ces décisions de design qui vous permettent d'avoir ce scaling assez linéaire sur une machine, ouais. Sur plusieurs machines également. C'est possible d'avoir un cluster avec du stockage partagé? Alors, pas aujourd'hui, okay. Mais ça arrive bientôt. Donc en termes de roadmap, on est en train de finaliser HA, Availability. Donc ça serait vraiment pas pour un côté performance, mais... C'est plutôt pour la disponibilité alors. Pour la disponibilité. Que pour le throughput. L'autre serveur va pick up et se lancer automatiquement. Et derrière, on veut arriver à un modèle de distributed write, donc écriture distribuée, où on va commencer à écrire sur différentes machines en même temps, afin d'avoir un cluster et faire du sharding de la data. On n'y est pas encore tout de suite, ça prend du temps.
Le fait étant qu'on a commencé from scratch, donc tout est fait à la mano in-house, donc c'est assez time consuming, mais on pense qu'on a quand même les bonnes bases pour créer quelque chose de vraiment intéressant sur le niveau performance, ouais. Et tout se fait en open source, vous êtes sur un repo GitHub, je suppose. Juste par curiosité, quel langage de programmation a été choisi au début? Alors, ça c'est un autre, c'est un autre sujet qui a tendance à créer des discussions intéressantes. Des discussions sur Hacker News, Reddit et compagnie. Donc, on a commencé en Java, mais c'est pas un Java traditionnel, entre guillemets. Il n'y a pas d'allocation faite par la JVM. Donc, on peut pas utiliser les librairies standards Java, en fait, ni les structures de données Java. Donc, tout a été réimplémenté, customisé pour QuestDB. Wow. Moi, Java, donc il y a pas de garbage collection, etc. Et pourquoi Java? Parce que l'environnement dans lequel Vlad était à l'époque, donc la finance, high frequency trading, etc. C'est très Java. Et dans ce milieu, en fait, on pousse Java à la limite de ce que Java peut offrir. Et on a un niveau de performance qui vraiment s'aligne sur du C++. En fait, même si c'est pas forcément évident à faire, mais c'est possible. Alors ensuite, on a rajouté une couche de C++ par contre. Donc, tu vois, ces fonctions d'agrégation en parallèle, SIMD, dont on parlait, ces algorithmes de tri, ça c'est du C++. Et potentiellement, ça sera du Rust dans le futur. By the way, on va commencer à s'aligner sur un modèle Arrow, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est du C++. Et voilà. Et en fait, on a Java qui va call C++. Qui appelle les librairies C++ pour les aspects multiprocessing et prendre avantage d'instruction set au niveau des processeurs physiques présents sur la machine. Ouais. Si tu as convaincu et tu m'as convaincu les développeurs, les architectes qui nous écoutent, si je veux commencer, je commence avec le produit open source, je suppose. Je vais sur Git et je télécharge QuestDB, puis je peux commencer sur un laptop. Ouais, exact. Ouais. Mais alors, la chose intéressante, c'est qu'il n'y a pas de dépendance dans la codebase, vu qu'on a tout fait. Vous avez tout fait vous-même. Donc, il n'y a pas de Postgres, tu vois, installé. Donc, voilà, on a une image Docker, on a les binaries. On peut, voilà, avec ou sans la JVM, on peut commencer assez rapidement. Et on a vraiment fait un gros boulot pour la simplicité d'utilisation. Donc, on a une console SQL qui permet de faire des requêtes en SQL, de visualiser la data. Et j'ai tendance à penser que c'est un peu plus sexy que la plupart des offerings que je vois, qui ont tendance à être un petit peu traditionnels dans l'UI, un peu pas boring, mais manque un petit traditionnel. Tu vois, on dirait que ça n'a pas été touché depuis assez longtemps. Nous, on essaye de rendre ça visuellement un peu plus attractif, sans non plus partir sur des choses complètement délirantes, mais voilà, un peu plus sympa. Alors, on n'a pas vraiment de partie visualisation, pardon. Donc, on va vraiment se plugger sur des produits qui excellent là-dedans, comme du Grafana, par exemple, parce qu'on a un Postgres Wire protocole, en fait, donc qui est compatible avec des outils comme Grafana, qui est de loin le plugin le plus populaire pour QuestDB, et par ailleurs Kafka, etc. Donc ça, c'est pour commencer. Alors, il y a un truc à dire là-dessus. Donc, on a le PostgreSQL Protocol, qui est vraiment pour la partie lecture. On peut insérer des données avec ça aussi, mais ça va être plus lent. Parce que voilà, Postgres, c'est un monde de transactions, c'est pas vrai. Oui, c'est pas les mêmes cas d'utilisation, ça n'avait pas été conçu pour la même chose et pour les mêmes volumes. Alors, du coup, pour l'écriture, on a regardé ce qui se fait de mieux et on a beaucoup aimé le InfluxDB Line Protocol, qui est en fait du texte que tu envoies très très rapidement. Il n'y a pas vraiment un concept de transaction, c'est du streaming, quoi. C'est toute la data est streamée et ensuite QuestDB s'occupe du reste. Et on a réussi à le rendre plus performant en le faisant en TCP au lieu de le faire en HTTP. Donc les performances sont beaucoup plus importantes
Et de ce départ-là, on a commencé aussi à l'améliorer et à le rendre un peu plus flexible et intéressant. Donc du coup, en fait, t'as pas une notion de schema forcément à établir. Donc on a des modèles, voilà, on a des tables de type relationnel. Mais si tu envoies de la data par ce InfluxDB Line Protocol, t'as pas besoin de spécifier de schéma en avance. Et tu peux envoyer des nouvelles colonnes on the fly et on va pouvoir les ajouter sans trop de problèmes. Donc extrêmement flexible pour... Ouais, exact. En fait, les gens en time series ont besoin, parce que si tu es trop braqué sur un modèle relationnel, ça va apporter des complications, vu que la data arrive très vite et il faut pouvoir être un peu plus flexible. Donc ouais, c'est ça pour commencer. Alors tu as mentionné InfluxDB, c'est un domaine assez compétitif, hein, le monde de la time series depuis 2-3 ans, il y a plusieurs services qui sont là. Comment tu différencies QuestDB, si tu dois dire tiens, on est différent des autres parce que... Ouais, alors vraiment de 1 la performance, donc on a tout fait en pensant à la time series. Donc le storage engine a été vraiment conçu d'une façon pour manipuler le mieux possible de la time series. Donc là on va se différencier d'un TimescaleDB par exemple, qui a été fait sur du Postgres. Et donc forcément il y a des limitations qui sont inhérentes à Postgres derrière. Et InfluxDB pareil, ils ont fait un produit sur 7-8 ans qui s'est révélé être assez problématique sur des volumes de données importants. Donc ce fameux cardinality problème, qui est d'ailleurs sur leur documentation, enfin rien de nouveau. Donc nous on va vraiment apporter ce niveau de performance qui, on pense déjà répond aux problématiques du présent sur des volumes importants, mais aussi du futur, parce que on voit ce type de données croître de plus en plus. Des organisations qui veulent vraiment exploiter plus de leur data qui est générée. Je pense que seulement 20-30% de la data est exploitée dans le monde de l'industrie en ce moment, ce qui est dommage. Et donc on va vraiment se positionner sur le long terme pour offrir cette performance qui, à notre avis, fera la différence aussi sur une question de coût en fait, parce que la philosophie de QuestDB, c'est de rendre la performance accessible à tous sur du hardware qui soit pas forcément du hardware délirant en termes de cluster avec 60 serveurs, 96 cœurs, etc. Donc nous, avec une instance cloud assez basique, AWS par exemple, on va vraiment essayer d'extraire le maximum de performance pour contrôler les coûts et offrir une expérience pour les utilisateurs qui soit satisfaisante, et pour pouvoir insérer de la time series très rapidement et voir ce qui est possible avec SQL. Alors ça fait une bonne transition sur l'étape suivante, c'est ok, on a parlé de développement local sur le laptop, prise de connaissances, mais quand il s'agit de déployer, quelles sont les architectures que tu vois chez vos clients, on-prem, cloud? On va parler un peu plus cloud évidemment puisque c'est le podcast AWS, mais je suppose qu'il y a de l'on-prem aussi. C'est quoi la topologie typique de vos clients? Ouais, alors de plus en plus cloud, c'est vrai que le cloud est vraiment partout de nos jours. Donc un bel exemple, je pense, c'est en finance de marché. Donc quand tu prends les banques, et par exemple la crypto. Donc c'est vrai que certaines banques ont encore beaucoup de on-prem, surtout sur la market data, qui est très latency sensitive, où là on a vraiment des produits un peu plus old school que de la time series open source. Donc des choses comme KDB par exemple, qui est pas forcément très connu, pas très grand public, mais qui est là depuis très très longtemps pour la finance et la F1 je pense. Donc là c'est encore on-prem, mais sur des industries plus récentes, type là, tout est sur le cloud. Donc là on a une belle opportunité pour amener ce niveau de performance et ce niveau de facilité avec SQL, parce que pas toutes les bases de données dans ce milieu ont SQL. Donc ça c'est un autre différenciateur de InfluxDB par ailleurs, qui était parti sur du Flux, donc leur langage propriétaire pendant pas mal d'années.
Voilà. Et donc le cloud est vraiment dominant sur nos use cases. Après, c'est vrai qu'en industrie, IoT, etc., il y a toujours un mix. Donc il y a une tradition de déployer soi-même. Mais on the edge, donc vraiment près du hardware. Ça peut être un device, ça peut être une voiture connectée, bref, une batterie, etc. Et ensuite, la collection centralisée de toute cette donnée se fait dans le cloud. Donc, tu as un peu un transfert de on-prem à cloud. Donc, on pense qu'il est quand même intéressant d'avoir les deux possibilités sur notre produit. Donc, tu peux déployer ça sur le cloud, sur du on-prem, ARM, etc. Enfin, on peut vraiment être mis partout. Et dans le cloud, je suppose qu'il y a encore deux options. Il y a le self-manage, je démarre mon instance EC2, j'installe tout moi-même comme je le ferais dans un data center classique. Et puis vous avez une offre managée également, une offre SaaS comme on dit. Donc en quelques clics, je peux démarrer un environnement entièrement managé avec QuestDB. Voilà, c'est l'idée. Et maintenant, en fait, on commence vraiment à implémenter des features qui soient cloud spécifiques. Donc pour par exemple prouver la valeur du produit cloud par rapport au produit open source, ce qui est important. Donc, par exemple, cette partie cold storage dont on parlait. Donc, au jour d'aujourd'hui, tu es limité à, si tu prends un serveur AWS avec nous, à 16 terabytes. Donc, 16 terabytes. Ce qui est la limite de l'EBS volume. Ce qui est important, mais limitant pour des workloads vraiment énormes. Donc, on a déjà eu du feedback là-dessus. Donc, en fait, on veut vraiment dépasser cette limite et intégrer du cold storage pour pouvoir découpler vraiment le compute et le storage, ce qui est crucial de nos jours, surtout sur la partie coût, parce que mettre 16 terabytes à la fin du mois, ça douille. Ouais. Voilà. Donc, en fait, l'idée qu'on a est la suivante, d'apporter l'élément cold storage avec un format en parquet. Sur S3 alors ? Ouais, sur S3 exactement. Et en fait, donc nous on est vraiment sur tout est basé sur le temps. Donc on a des partitions de temps. Donc d'avoir des espèces de règles prédéfinies qu'on peut faire en SQL et de dire ok, toutes les partitions qui sont plus anciennes de juin 2022, on les déplace sur S3. Automatiquement, nous on va faire tout le processing qui pour le moment est possible manuellement. On peut detach des partitions et les réattacher ensuite et les mettre sur S3 ou d'autres cold storage, mais c'est très manuel, pas forcément évident, alors que là tout sera automatisé. Et ensuite, si on veut aller faire une lecture sur cette data qui est sur S3, nous en fait on va réattacher cette data in the background, la mettre sur du hot storage. Pour qu'elle soit ensuite, pour qu'elle puisse être lire plus rapidement. On est quand même dans un monde, sur la time series, de performance. On pense qu'offrir le hot storage est quand même important pour faire ce processing en temps réel de la donnée qui arrive très très vite. Des anomalies par exemple, etc. Il faut que ça soit vu tout de suite. Donc aller faire le querying directement sur S3, on pense que c'est pas forcément la solution dans notre espace. Ça peut être vraiment le cas pour d'autres, mais pour le time series, c'est à notre avis moins évident. Donc voilà, il y aura toute cette bascule en fait entre le cold et le hot storage qui va être fait sous le capot. Donc ça c'est une des features qui est évidemment très intéressante pour nos utilisateurs, qui sera cloud spécifique et aussi potentiellement enterprise. Si on veut faire tourner ça sur une version qui soit pas managée. Je reviens à votre version managée, comment je la trouve? C'est dans Marketplace, je suppose. Je cherche QuestDB et puis je lance clic et ça y est, ça construit l'environnement pour moi, ça le déploie pour moi. Alors oui, au jour d'aujourd'hui non, mais okay. Le podcast sera distribué, oui. D'accord. Donc je vais dire oui. On sera sur la marketplace très très bientôt. En fait, on est en train d'aller GA en ce moment. Donc là, on était en private preview jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc tout tournait, on a des customers, etc. Mais c'était vraiment, on avait limité en fait le nombre d'utilisateurs.
pendant une période de 6 mois. Et là, on va, public, GA pour tout le monde, donc self-serve, donc soit par le site directement, soit par la marketplace, en effet, d'AWS. Ouais. Donc, c'est assez simple. C'est vrai qu'il faut dire que le podcast est enregistré plusieurs semaines, plusieurs mois même parfois à l'avance de la diffusion, donc c'est bien de faire la différence entre aujourd'hui quand on enregistre, finalement ce qui n'est pas très important, et puis quand le podcast sera écouté. Donc oui, disponible sur la marketplace AWS. Et la marketplace, si je ne me trompe pas, ça déploie dans l'environnement du client, hein, donc c'est le compte AWS du client, c'est pas un service qui tourne dans votre compte. Alors, au jour d'aujourd'hui, si, c'est chez nous. Donc, c'est vraiment, c'est managed et ça tourne chez nous. Ensuite, on va ramener cette conception de Bring Your Own Cloud. Je pense que c'est ça dont tu faisais allusion. Où, en effet, c'est dans l'infrastructure des clients. On n'a pas ça tout de suite. Faut qu'on développe ça juste après la release officielle de QuestDB Cloud. Donc, ça viendra. Peut-être pas prêt quand ce podcast sera publié, mais clairement, dans les prochains mois, on y sera. Ça veut dire que le produit va évoluer différemment aussi dans sa version cloud et sa version open source qu'on peut installer soi-même. Ça fait partie du business model ou c'est drivé par des contraintes techniques ou les deux? Oui, donc on veut vraiment, le concept depuis le début, c'est de dire, ok, tout ce qui est performance, on veut pas avoir une version open source qui soit moins performante, par exemple. Ça, on veut vraiment amener cette performance dans le monde open source, et c'était vraiment, en fait, c'était l'idée qui nous a amené à faire QuestDB au début, c'est parce que, il y avait cette base de données très performante qui s'appelait KDB en finance de marché qui coûte un bras, très complexe avec un langage homemade qui en effet pas facile à comprendre, et donc on s'est dit, on veut ramener ce type de performance pour tout le monde en open source, donc ça ne changera jamais. Il y aura jamais un pic de performance sur la version cloud par rapport à la version open source. Mais en effet, en termes de fonctionnalités, de features, qui rend la vie un peu plus facile aux développeurs, surtout dans un environnement de production, dans des grosses boîtes, etc. Là, en effet, la version cloud fera beaucoup de sens. Et en effet, pour nous, c'est important parce que en termes de monétisation, en open source, c'est pas évident. On a beaucoup d'entreprises, même très larges, qui utilisent la version open source et qui sont très contents. Parce qu'elle est bien. On a beaucoup bossé dessus. Et pour démontrer la valeur en fait du produit payant, donc cloud en particulier, il faut vraiment arriver à démontrer cet ajout de valeur par rapport à la version open source qu'ils ont déjà en production, qui est gratuite au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un peu le challenge pour les startups open source d'une certaine façon. On est en compétition avec nous-mêmes parfois. Donc, on peut être dans des boîtes incroyables et faire des workloads impressionnants, mais c'est plus ou moins gratuit. Alors évidemment, il y a parfois des supports, mais bon, c'est de la version open source. Et donc, nous, on veut vraiment démontrer que le cloud apporte cette valeur en plus et que ça vaille le coup d'aller payer pour un offering cloud qui simplifie la vie aux gens. Donc ça c'est l'enjeu pour nous dans les prochains mois. Il y a un elephant in the room et je crois que beaucoup d'auditeurs m'en voudraient si je pose pas la question. Il y a aussi beaucoup de projets open source qui ont peur du cloud parce qu'il y a cette vision qu'Amazon parfois et d'autres d'ailleurs, c'est pas qu'Amazon, utilisent des produits open source pour après les revendre à leurs clients, ce qui n'est pas correct. On revend l'infrastructure, le management de l'infrastructure, j'arrête pas de le répéter. Mais c'est presque une question philosophique, mais comment vous voyez les choses chez QuestDB par rapport à ce point-là? Ouais, donc c'est en effet un problème. On a vu ça sur des bases de données qui ont été développées en open source sur le très long terme, et en fait qui avaient tout en open source. Et là, en effet, si Amazon ou d'autres cloud providers prennent le produit et le distribuent, c'est compliqué de se défendre vis-à-vis de ça, même si je pense que en fait ça augmente la distribution en fin de compte, donc c'est pas forcément que négatif. Oui, ça fait plus d'utilisateurs, plus de communautés, plus de questions sur Stack Overflow, ça rend le produit aussi plus attirant pour les développeurs, comme la communauté est plus grande. C'est vrai. Après, il y a quand même eu des fights assez importantes avec des compagnies qui en effet perdent des revenus, donc forcément se sont lancés sur des nouvelles licences pour se protéger de ce type de choses. Après, nous, on voit la chose un peu différemment. On se dit, si on arrive à différencier open source et closed source de façon suffisante,
ça devrait nous protéger de ce point de vue. On n'est pas forcément parano sur le fait que AWS prenne notre offering et le mette sur le cloud. Je pense que pour nous, au jour d'aujourd'hui, ça serait même un net positif sur le côté distribution, sur le côté adoption, qui reste quand même le plus important pour une base de données. C'est de devenir le standard en fait sur pour nous time series analytics. Donc à la limite, nous ça nous poserait pas vraiment de problème. Ensuite, oui, quand on devient une boîte énorme listée en bourse et que les marges deviennent cruciales et que la part de marché, oui, est importante, mais les revenus et les profits aussi, c'est vrai que ça devient une question compliqué. Mais je pense que si AWS ou d'autres cloud providers prenaient QuestDB open source au jour d'aujourd'hui pour le distribuer sur le cloud, il y aurait quand même pas mal de boulot à faire. Parce qu'on n'est pas encore fully distribué, il n'y a pas de clustering, il y a pas mal de features qu'on veut garder close source. Et donc, il y a quand même un know-how assez important pour, à mon avis, avoir une version qui soit vraiment enterprise ready pour Amazon, même si en effet, on a pas mal de boîtes assez énormes qui utilisent la version open source. Donc, peut-être que non en fin de compte, mais nous on voit ça comme ça. C'est intéressant d'avoir ton point de vue fondateur de start-up basé sur de l'open source sur ce point-là. Un exemple que je donne souvent, c'est celui de MongoDB qui continue de grandir et qui se porte très très bien malgré l'offre managée d'AWS et même depuis le lancement de cette offre managée, on voit MongoDB qui continue de grandir et de prendre des parts de marché. Oui, non, absolument. Je pense que ça devient peut-être plus une question existentielle vraiment quand la boîte commence à devenir plus très très grosse, plus d'un million, 2 ou 3. Là, en effet, il y a des considérations au-delà de la part de marché. Mais oui, c'est vrai que Mongo se porte bien. Après, je pense que Mongo a quand même changé la licence aussi. Donc, on part vraiment sur des licences qui sont même plus open source, en fait. Donc, ça, c'est même philosophique. Est-ce que est-ce qu'Elastic et MongoDB, etc. sont vraiment open source ou pas? Ça, c'est peut-être. Je rentre pas dans ce débat-là. Pas maintenant. Je vais me faire insulter sur Twitter. Sinon, nous, c'est plutôt les VC qui nous posent la question. En vrai, c'est les VC qui vont nous poser ces questions-là. Parfois, ils sont assez préoccupés. Parfois, ils comprennent notre démarche. Et ils comprennent aussi que peut-être trop penser à ce type de problématique à ce stade-là, ça vous éloigne du produit. Voilà, la meilleure chose à faire. Là, on est vraiment focus sur l'adoption. On veut vraiment que les développeurs puissent trouver de la valeur sur notre produit, qu'on arrive à résoudre les problèmes de ces développeurs sur des thématiques time series. Et je pense que ça, vraiment, c'est l'important. Ensuite, évidemment, ce genre de truc. Peut-être qu'on refera dans 5 ans, dans 10 ans, et on verra un peu où j'en suis, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas vraiment number one. Et tu m'offres la transition vers ma dernière question. Si tu parles dans 10 ans, donc quelles sont les grandes évolutions que tu vois à moyen, à long terme sur QuestDB ou sur le monde de la time series en général? Ouais. Alors tu as déjà parlé du très court terme, enfin qui est même le présent, qui est la mise à disposition de QuestDB en service managé dans le cloud, mais comment tu vois l'évolution? Quelles sont les choses que vos clients vous demandent? Ouais, donc le local storage, ça c'est le truc. HA, évidemment. La haute disponibilité. Tickbox, quoi. Il y a des boîtes qui veulent vraiment nous mettre en prod et qui en fait attendent. Ils peuvent pas à cause de ça. Parce qu'il faut avoir HA, c'est comme ça. Donc malheureusement, ça c'est le truc absolument essentiel pour nous à faire. Ensuite, l'écriture distribuée pour avoir vraiment des vrais clusters. Donc ça sera pour des workloads extrêmement importants. Parce que déjà, on peut faire 4 millions de lignes par seconde sur un serveur avec moins de, je crois, 16 cœurs au jour d'aujourd'hui sur une machine AWS qu'on avait benchée. Donc, voilà, pour arriver à justifier plusieurs instances en même temps, vraiment. Faut déjà des gros flux. Parce qu'il y a quand même, je pense que justement, ça va augmenter dans le futur. La data ne fait qu'augmenter, donc il y aura plus de besoins de ce point de vue. Donc voilà, c'est aussi pour le futur qu'on veut être prêt. Et ensuite, il y a un truc assez intéressant. On a pas mal d'acteurs, alors dans toutes les industries, beaucoup
en finance beaucoup en finance de marché, crypto, etc., qui se sentent, et en data science aussi, vraiment data science, qui font du machine learning, AI, etc., qui se sentent limités par SQL. Ils nous disent, ok, SQL c'est très cool, mais on aimerait faire plus, on aimerait avoir plus d'expression, on aimerait faire des UDF, User Defined Functions. Et en fait, ça c'est une part de marché qui est habituée à faire du Python, à utiliser des frameworks comme Pandas, etc. Et on s'est posé la question comment répondre à leurs besoins. Parce qu'en effet, SQL, c'est limité. On peut pas faire des choses assez poussées. Ouais, c'est comment mettre la base de données dans les mains des data scientists. Ça fait des gens qui préparent des données pour entraîner des modèles. Ouais. Donc là, on a commencé doucement avec une intégration pour insérer des data frames Pandas très très rapidement. On avait réussi à faire 1,8 million de lignes par seconde, ce qui est plutôt cool. Et ensuite, ça va directement dans l'ILP et dans QuestDB. Mm-hmm. Donc ça, c'était intéressant. On a eu pas mal de bons retours là-dessus. Mais sur le long terme, on n'est pas encore sûr sur le langage, mais amener un langage comme Julia, par exemple, qui est très populaire dans des communautés de data scientists, ou Python, mais Python est plus compliqué et moins performance focus que Julia, pour offrir plus de possibilités aux développeurs qui veulent aller plus loin que SQL. Quand tu dis l'amener c'est vraiment l'amener dans le moteur de base de données pour faire des store proc, enfin des UDF, comme tu as dit, des User Defined Functions. C'est ça l'idée. Ouais. C'est pas évident, mais c'est possible, et surtout que Julia est très poussée performance. Donc, ça, c'est notre idée. Et ça répondra en fait directement, je pense, aux utilisateurs de KDB en finance, qui en fait ont cette flexibilité avec cette base de données qui a son propre langage, mais qui permet de faire beaucoup plus de choses que QuestDB au jour d'aujourd'hui. Et ça, je pense que ça sera la réponse pour ces acteurs qui veulent peut-être changer de base de données et aller sur quelque chose de plus moderne, moins coûteux et open source, et aussi d'aller dans de nouvelles communautés de data scientists qui veulent faire des modèles, qui veulent faire du backtesting sur de la data, et qui au jour d'aujourd'hui sont finalement assez limités sur ce qu'ils peuvent faire directement sur QuestDB. Après, on s'intègre avec une boîte qui s'appelle MindsDB. Je sais pas si tu connais. Ils viennent de lever une belle Series A par Benchmark. Et en fait, leur pitch, c'est tu peux faire du machine learning sur ta base de données. Donc, ils s'intègrent avec différentes bases de données SQL, dont la nôtre. Et ensuite, tu vas pouvoir faire du machine learning on top, directement de tes tables SQL relationnelles, et faire du training de modèles directement, etc. Donc, il y a pas mal d'avenues qui sont short-term intéressantes de ce point de vue-là. Mais on veut vraiment se préparer pour le futur et potentiellement offrir out of the box ce genre de possibilités à nos utilisateurs. Donc, ça, c'est la réflexion qu'on se fait en ce moment. Conversation le sujet. Effectivement, conversation intéressante puisqu'on parle de time series au début, on parle de QuestDB spécifiquement. On a aussi un peu parlé des business models, des startups qui utilisent de l'open source ou qui produisent de l'open source, du SaaS sur le cloud. Ça fait beaucoup de sujets en 45 minutes. Merci Nicolas d'avoir répondu à toutes mes questions parfois naïves. Nicolas Hourcart, tu es cofondateur et CEO de QuestDB. Je vous invite à tester QuestDB. Vous allez trouver les liens évidemment dans les notes de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.